Il y a environ 2 millions de travailleurs pauvres dans ce pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des gens qui ont un travail, mais qui, par exemple, sont en temps partiel subi. C'est-à-dire, ils voudraient travailler plus de 20 heures, mais ils ne le peuvent pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont un emploi, et on observe aussi parmi les sans domicile fixe, la part de gens qui ont un emploi parmi les sans domicile fixe a augmenté. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un travail ne suffit plus, puisqu'on a fabriqué ce phénomène qui n'existait que dans les pays anglo-saxons au départ, ce qu'on appelait les working poor dans les pays anglo-saxons, et qu'on retrouve chez nous. Donc le travail, et c'est ça, pour moi, la violence dans notre société. On est fondé sur des sociétés qui reconnaissent le travail comme outil d'intégration. Le travail, c'est le grand intégrateur. Quand votre travail ne vous protège pas de la pauvreté, mais vous y conduit pour partie, pour certains, ben, ça, c'est première difficulté. Deuxièmement, on en a beaucoup parlé ici et ailleurs, la smicardisation de la société française. Donc cette smicardisation, ça veut dire que c'est des gens qui tournent autour du seuil de pauvreté. Troisièmement, l'augmentation de l'intensité de la pauvreté. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que l'intensité de la pauvreté? Plus vous êtes autour de 1158, c'est une intensité faible. Plus vous vous éloignez, c'est-à-dire vous êtes vers 700, 600, 500 et compagnie, l'intensité de la pauvreté augmente. Et qu'est-ce qu'on observe quand on regarde les études sur la pauvreté? Que l'intensité de la pauvreté, c'est-à-dire que les gens s'éloignent du seuil, ne s'en rapprochent pas. Et c'est ça qui est encore plus inquiétant, c'est-à-dire l'aggravation de l'intensité. Et en plus, on peut ajouter au SFI, l'INSEE fait aussi une étude sur les conditions, la pauvreté de manière plutôt qualitatif et pas quantitatif qu'en termes de revenus. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer plusieurs fois par an de chaussures, de vêtements, est-ce qu'on peut partir, ce genre de choses. Et on voit bien qu'à ce niveau-là, les voyants, ils sont pas au vert non plus. Et je comprends l'étonnement, surtout que nous vivons dans un pays qui aussi, heureusement, parce que la pauvreté se réduit grâce à la redistribution, on vit quand même dans un pays qui distribue 440 milliards de prestations sociales par an. Hein. Je veux dire, il faut quand même... C'est le paradoxe. C'est aussi le paradoxe. Mais s'il n'y avait pas ça, la redistribution, elle réduit de plus de 10 points, comme on dit, la pauvreté. Oui, mais est-ce qu'on n'entretient pas une forme de pauvreté en disant on vous donne le minimum pour que vous ne soyez pas complètement à la rue, mais finalement, on ne vous offre pas les occasions de vous en sortir complètement. Mais juste un mot, qu'est-ce qu'on fait depuis les années 80? On fait de la gestion sociale de plein de situations difficiles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le traitement social est effectivement très inquiétant. Johnny, il y a plusieurs choses qui conduisent à tout ça. En fin de compte, quand tu parles de smicardisation des salariés, il y a un truc qui est clair, c'est que tant que l'État nous dira, que ce soit les lois Aubry, les lois Fillon, tout ce que tu veux, l'abattement de charges sociales sur les bas salaires. Ah oui. C'est-à-dire que si tu payes ton salarié au SMIC, tu payes quasiment pas de charges sociales. Je sais. Si tu payes ton salarié 500 balles au-dessus du SMIC, tu perds tous les abattements, ah oui. Donc tu doubles le salaire. Donc on encourage les entreprises à ne pas payer les gens, alors qu'on devrait dire, vous payez les gens au SMIC, vous serez pénalisés, ces charges plein pot, vous les augmentez, que les charges sociales n'augmentent pas au prorata de l'augmentation du salaire. Enfin, je pense qu'il y a des calculs assez faciles à faire. La tendance, voilà, donc, donc le gros problème qu'on a dans notre pays, c'est la redistribution des richesses. On le sait. Il y a pas, enfin, moi je vais dire un truc en tant que chef d'entreprise, quand je vois ce que me coûte un salaire, quand tu commences à donner des salaires corrects aux gens, putain, mais c'est juste intenable. C'est-à-dire que bientôt tu es rendu dans ton entreprise à donner à des salariés qui ont des postes les plus hauts, plus que ce que toi tu gagnes dans ta boîte. Ça devient quand même quelque chose d'assez impressionnant. Oui, tout ça dû aux charges. Je suis d'accord avec toi. Mais alors ça pose un problème finance publique parce que ça coûte environ 80 milliards par an les exonérations. Ça coûte 80 milliards. Ça coûte 80 parce qu'elles sont mal ciblées. Donc si on les ciblait différemment, elles coûteraient toujours 80 milliards et les gens auraient du pouvoir d'achat. Oui, après, quand on parle de pauvreté, je pense qu'il y a un truc qu'on oublie complètement. C'est que on est dans une société où on se crée des besoins supplémentaires tous les jours. C'est-à-dire que moi, je vais dire un truc. Je viens de la campagne. Mon père était ouvrier maçon, il était payé au SMIC toute sa vie. Ma mère au début faisait des marchés, après elle était infirmière. Mais donc chez moi, il n'y a jamais eu de thune. Mais je te jure que mes parents, ils vivaient beaucoup moins bien que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'était comme ça pour tout le monde. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, je vais te dire un truc. Avec tout ça, là, que tu sais exactement tout ce qui se passe partout dans le monde, tout ce que tu pourras avoir. Mais avant, les gens, ils ne le savaient pas. Donc, tu n'avais pas cette envie de consommer tout le temps. Et une frustration. Exactement. Voilà. Et c'est ça que les gens supportent plus. Et même s'ils n'ont pas de thunes, ils veulent quand même l'iPhone à 1200 balles. Même s'ils n'ont pas de thunes, le gamin, il faut qu'il aille à l'école avec des Nike, parce que s'il n'a pas des Nike ou des Reebok dans les pieds, ça ne le fait pas. Et ainsi de suite. Et après, on dit, ah ouais, mais j'ai pas de thunes. Quand tu vois cette année, on te dit, la rentrée scolaire a baissé pour les parents. Avec la déflation qu'il y a eu un petit peu sur les prix, ça coûte moins cher. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a fait? On donne une allocation de rentrée scolaire encore plus importante. Oui. Quand tu parles aux éboueurs de Paris, ils te disent quoi? La semaine où on verse les allocations de rentrée scolaire, on passe notre temps à ramasser des cartons d'écran plat sur les trottoirs. Donc il y a un moment, j'ai envie de dire, il faut se poser les bonnes questions. Oui, il faut peut-être aider les gens qui en ont besoin, mais il faut arrêter de balancer de l'argent comme on le fait. Les gens, ils sont pas plus pauvres qu'avant. Je n'y crois pas une seconde. Mais pas une seconde. Ils se sont créés des besoins qu'ils n'avaient pas avant. C'est différent. Non, mais là où je partage pas ton truc, c'est que on vit dans une société... Tu as le droit. Non, mais je te remercie et même je vais me l'octroyer. Parce que c'est ça qui est merveilleux en démocratie. Le seul point sur lequel on peut tomber d'accord, c'est qu'on ne sera pas d'accord. C'est vrai. Donc, et ça c'est important, le désaccord. Donc, alors je vais être en désaccord avec toi pour partie. Notre PIB à plus de 60%, presque 70% même, dépend de la consommation. Donc aujourd'hui, on arrête de consommer, notre boutique, elle ferme, elle s'écroule. Donc, on vit sur un modèle de société qui s'appelle production de masse pour consommation de masse. Ah, voilà le problème. Mais on ne va pas culpabiliser les gens parce qu'on a expliqué pendant plus de 50 ans aux gens que s'ils ne consommaient pas, le système ne fonctionnait pas. Donc on ne va pas les Non, la question, c'est pas de les culpabiliser, la question, c'est de les désintoxiquer. Oui. Et ça commence par arrêter de continuer à valider toutes les âneries qu'on a sur les réseaux sociaux et dont nos enfants sont complètement addicts. C'est une génération encore pire qui arrive. Oui, mais simplement... Oui, pardon, mais attention. Une parenthèse sur la génération. Moi, je veux bien qu'on tape sur les jeunes toujours, mais attention, c'est aussi une génération, pardon, moi je vois mes propres enfants, ceux qui ont une vingtaine d'années, ils consomment de la seconde main, ils vont sur les sites comme Vinted, etc. Donc ils arrivent à avoir des marques, mais payer quasiment moins cher. Parce que pour le coup, moi, ma génération, je n'ai jamais fait. Moi, je payais plein pot. Mais on payait plein pot quand on voulait se payer une belle partie. Eux, non, ils arrivent à se payer. Moi, je vois mes filles, elles arrivent à des trucs. Ah, j'ai payé ça 5 € et c'est des marques, etc. C'est une génération qui change. Parce que c'est aussi une génération qui est consciente aussi des enjeux écologiques, etc. Non, moi, je pense que nous, on a été dans la génération de l'hyperconsommation. Nous, on est les enfants de la consommation parce que, pas nos parents, mais nous, moi, à une cinquantaine d'années, j'ai vraiment grandi là-dedans. Je pense que la génération qui arrive, elle sera différente. Juste une chose pour dire où j'étais pas d'accord sur un truc, c'est que où la pauvreté se fait ressentir chez les gens, c'est parce que tout ce qui est électricité, gaz, essence, alimentaire, loyer, etc. Tout ça a pris beaucoup de place et ça va bien au-delà de savoir si on achète des écrans plats ou quoi. Et l'énergie aussi. Et c'est l'énergie. Et c'est ça. Je veux dire. Ça, par contre, on peut le changer parce que c'est vraiment des décisions politiques. Oui, mais c'est des décisions. Mais là, par exemple, si on veut rendre les bâtiments qui ne soient pas des passoires thermiques, énergétiques et tout, ça demande des coûts considérables de rénovation. Le vrai sujet aussi sur cette question de la pauvreté, parce qu'on le voit dans les dépenses contraintes, la première des charges, c'est le logement. La France n'a pas de politique du logement qui soit cohérente. C'est le grand échec d'Emmanuel Macron. On a eu Sarkozy qui nous disait on veut une France de propriétaires. Après, on a Hollande, il faut que des logements sociaux. Macron déteste ses propriétaires. D'ailleurs, il a augmenté les impôts des propriétaires. Il est en train de tuer l'investissement locatif. Il est en train de tuer les propriétaires complètement. Et je vous rappelle son vague projet, heureusement, de faire en sorte que tu sois jamais véritablement propriétaire de ton terrain. Comme en Angleterre. Que tu finisses par le louer. Donc, c'était une aberration, d'accord. Personnellement, je vais dire quelque chose. Je pense que le fait que M. Macron n'ait pas d'enfants, parce qu'on va nous dire, oui, c'est les enfants de Mme Macron, on l'appelle papy, bon, c'est très bien. Enfin, il n'a pas d'enfants. Papa, papy, je ne sais plus. Papy, c'est comment ça devenu au problème. Bon, je ne sais plus. Ça joue beaucoup dans le fait aussi de ne pas comprendre qu'est-ce que c'est d'être propriétaire. Tu n'es pas propriétaire pour t'enrichir, pour faire le châtelain. Tu es propriétaire parce que tu sais que, un, c'est ta protection pour ta vieillesse, et que deux, si tu investis dans l'immobilier, c'est pour tes enfants. Parce que tu sais que toi, tu le vis. C'est pour donner un toit à tes enfants. La seule chose qui te sauve la vie, c'est d'avoir un toit sur ta tête. Et moi, quand j'ai eu des moments où, quand je me suis mis en disponibilité, j'avais beaucoup moins de revenus, la seule chose qui me permettait de vivre correctement, c'est que j'avais plus de crédit sur la tête parce que j'étais propriétaire de mon appartement. Et sinon, je n'aurais pas pu. J'aurais pas pu me mettre en dispo, essayer de reprendre des études et de faire autre chose. Donc, encore une fois, le logement. Or, vous avez des ministres du logement avec une vraie politique de logement, avec un vrai cap. Comme ministre de la Santé, on en a eu 8 ou 9. Oui, mais le ministre du Logement, M. Kasbarian, bon, très bien. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a fait surtout sa voix sur le squat. Il n'a pas eu le temps. Le pauvre, il est à peine nommé, il a été dissous. Il a été dissous. Donc, il faut une politique du logement dans ce pays et que les logements sociaux soient donnés aux vraies personnes qui en ont besoin. Il y a des gens qui sont dans les logements sociaux qui n'ont rien à y faire. Tu sais qu'il y a 2 millions, c'est un record ça, il y a 2 700 000 de mémoire de Français qui demandent un logement social. On ne pourra pas non plus loger tous les Français dans des logements sociaux. Et ceux qui se transmettent les logements sociaux de père en fils, non.
Voilà. Non, mais la question de la pauvreté et du logement, c'est au cœur. Fouzia qui veut en parler avec nous. Bonjour Fouzia. Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez tous bien. Oui, assistante administrative Fouzia dans le Val d'Oise. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, je pose la question franchement, hein, de faire partie d'une nouvelle classe de gens pauvres? Oui, je suis devenue pauvre. En fait, je l'ai vraiment vu. J'ai toujours travaillé. Je suis maman de solo avec 2 enfants. Mais j'ai toujours bossé, je m'en suis toujours sortie. Je suis pas riche, mais j'arrivais à payer mes factures, à avoir un toit sur la tête. Donc moi, ça m'allait très bien. Je ne demande pas plus que ça. Et à un moment donné, donc là, ça fait 11 ans que je suis dans le même poste fixe. J'ai commencé en plus au SMIC. Donc au fur et à mesure, on m'a augmenté le salaire. Voilà. Donc ça allait. Sauf que là, depuis 2-3 ans, avec l'inflation, j'ai plongé dans la pauvreté, c'est-à-dire que avec mes enfants, on n'arrive plus à manger trop à notre faim. Mes parents m'aident, ma famille essaie de m'aider. Enfin, c'est très très compliqué. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher au quotidien ou allez, on va rapporter ça au niveau mensuel alors, Fouzia. Franchement, déjà le loyer, l'électricité qui a augmenté 3 fois, le gaz pour pouvoir me chauffer. L'année dernière, j'ai dû stopper le chauffage au mois de février-mars. Parce que ça me faisait des factures, c'était trop. Votre loyer, parce que j'imagine, vous êtes locataire, donc c'est ça, Fouzia? Oui, tout à fait, je suis en HLM. Je fais partie de ceux qui sont en HLM. Et donc, vous avez un loyer de combien avec vos 2 enfants? On a un loyer à peu près de 700 €. Pour 1 800 € de revenus, c'est ça? Voilà, plus le gaz, c'est aux alentours de 200 quand c'est l'hiver à peu près, plus l'électricité, 70 €, plus l'assurance qui a augmenté, pareil, je payais que 20 €, je me retrouve à payer 40 €. Ouais. Enfin, voilà, vous rajoutez toutes les autres factures. Voilà, donc, vous êtes déjà en facture fixe, vous êtes déjà à plus de 1 000 €, à plus de 1 000 € de prélèvement. Et on n'a pas mangé encore, parce qu'il y a la nourriture. Le problème qui se présente en fin de compte à notre société, c'est que, enfin là on le voit, Fouzia, c'est que vous dites vous êtes famille monoparentale. On vit dans une société qui est basée sur un modèle de couple. Il n'y a pas de secret. Tout était calculé comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous rentriez un deuxième salaire, les charges fixes restent exactement les mêmes et vous avez un salaire pour vivre. C'est ça le problème. Mais c'est pire que tout. Ce que je vais vous dire, moi, et le logement, pareil pour le logement. Ce qui me tue, c'est qu'à l'heure actuelle, comment dire, j'allais dire quelque chose, mais je ne sais plus. À l'heure actuelle, vous n'avez pas d'aide, voilà. Le fait que je travaille, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas d'APL, je ne suis pas imposable parce que je ne gagne pas suffisamment. Mais par contre, je n'ai pas d'APL, je n'ai pas d'allocation familiale, je n'ai aucune aide. Je suis entre les deux, c'est un peu bizarre. Mais oui, c'est les effets de seuil. Ouais, si tu gagnes 1700, t'as rien. Si tu gagnes 1650, t'as le droit aux aides. C'est ça la France. Et à leurs yeux, je travaille. Moi, il n'est pas question. Moi, mes enfants, j'essaie de leur inculquer que surtout, il faut travailler, il ne faut pas se mettre au chômage. Moi, mon grand, il a entamé des études d'ingénieur. Donc, je le pousse surtout à avoir une meilleure situation que moi, à avoir un bon salaire et tout, mais ça me fait mal. Enfin, ils le voient, ils le vivent, cette pauvreté quelque part. Moi, je peux pas donner d'argent de poche, je peux pas j'arrive pas, les vêtements, enfin, ils sont grands. Il y en a un qui a 21 ans et le deuxième, il est 14 ans. Donc, vous imaginez les frais que je peux avoir. C'est plus des petits bouts. Et mon grand, il est considéré, il ne fait même plus partie de la CAF. C'est-à-dire là, c'est comme si j'avais un enfant unique. Mais oui, voilà. Mais voilà. Mais ce que vous dites. Et la bourse, que mon grand, comme il est étudiant, il a un peu de bourse, mais comme je travaille, ils estiment qu'il n'a pas droit à beaucoup. Il a que 200 €. Ça lui fait de l'argent de poche. Il va payer son pass Navigo. Voilà. Et justement, il habite toujours chez vous? Il habite toujours chez moi, bah oui. Parce que s'il fait une école d'ingénieur, à un moment donné, vous allez vous tamponner les stages à l'étranger. C'est vous qui allez devoir payer le logement du stage à l'étranger et compagnie. C'est ça. Là, il a sa 2e année. Il m'en a parlé. Il m'a dit, maman, la 3e année, j'ai le stage. Donc bon, on va voir avec son papa, même si j'imagine que, moi, je lui ai dit, moi, personnellement, je ne peux pas. Le papa, il paye les pensions alimentaires? Non, il paye à peu près 100 € et je n'ai jamais fait valoriser la pension alimentaire. J'ai jamais voulu me battre. Je me suis dit, je m'en sors. C'est obligatoire parce qu'avec l'inflation, la pension alimentaire, elle est automatiquement valorisée. Et malheureusement, il est un peu hors la loi, mais moi, j'ai rien voulu saisir. J'ai dit, bon. Mais voilà, alors, ce que je vais dire va peut-être choquer certaines personnes. Vivre tout seul, c'est pas forcément un choix de vie, on est bien d'accord. Oui. Mais c'est pas non plus la faute de la société si effectivement les couples explosent. Et d'ailleurs, ça pose le problème des logements et pénurie
aujourd'hui, le problème, c'est que tu as un paquet de pères qui ont fait des enfants et qui ne les assument jamais, qui ne payent jamais les pensions. Et quand ça se passe bien, la CAF vient au secours et paye les pensions alimentaires. Oui, on a un peu et amélioré entame les des choses. recours envers les pères qui ne payent pas. Mais en fait, le problème, il est là, c'est qu'on vit dans un pays où il faut sanctionner tous ces mecs qui font des bons mais qui ne veulent pas les élever. Il faut les sanctionner durement et puis aller chercher le pognon à la base. Et c'est là qui vit dans la rue, c'est lui, c'est pas l'enfant. Fouzia, je vous remercie de votre témoignage. Fouzia, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je voulais juste vous dire une chose. Mon père vous écoutait quand il travaillait. Il était chauffeur poids lourd. Et j'ai grandi avec vous. Et j'étais très contente de vous avoir au téléphone et de pouvoir témoigner. En plus, c'était un truc qui me parlait vraiment, un sujet. Je vous suis tous les jours. Je suis accro. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je suis hyper fidèle. C'est très, très gentil à vous. Merci, Fouzia. Bonjour, Anthony. Salut les GG. Bonjour. Bienvenue, Anthony, parce que ce sujet vous fait réagir par rapport à la situation que vous vivez vous-même avec votre épouse. Dites-nous. Alors écoutez, moi je ne suis pas du tout à plaindre. Hein. J'ai un bon job, j'ai un bon salaire. Je trouve que j'ai un bon salaire. Ma compagne, pareil. Nous sommes partis de la catégorie moyenne classe plus, on va dire sincèrement. Mais même, on va dire, nous, aujourd'hui, je commence à regarder plutôt les tarifs, à compter, parce que on prend aussi les augmentations du gaz, de l'électricité, des coûts de la vie. Et en fait, on s'est rendu compte bêtement, en mettant tous les mois l'argent qui pallie à la famille tous les mois sur notre compte commun, en fait, que ça ne suffisait plus. Et en faisant un peu la recherche, on s'est rendu compte que tout avait augmenté et qu'aujourd'hui, on commence à faire un peu plus attention. Mais c'est-à-dire, quel est votre revenu avec votre épouse, en fait? Aujourd'hui, en fait, on tourne à 5 500 € par mois. Et 5 500 € par mois. Aujourd'hui, rappelons que François Hollande avait considéré que dans un foyer, à partir de 4 000 €, vous étiez riche. Donc, je vais simplement rester sur cette base. Et je mets de l'ironie, Anthony. Bien sûr. Donc, on va dire que comme vous... Quand je passe derrière Fouzia, j'ai un peu honte de vous appeler. Hein. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes typiquement la classe moyenne ou la classe moyenne un peu supérieure. Mais vous dites... Là aussi, on est obligé de regarder et de faire attention, quoi. C'est ça. Écoutez, quand on prend, en fait, on voit les impôts, tous les impôts qu'on paye. Vous avez des enfants? J'ai une fille, de 12 ans. D'accord. Et vous êtes propriétaire? Allez-y. Je suis propriétaire. Et je vous avoue un truc, c'est que on s'en est rendu compte la semaine dernière. Nous avons eu la chance d'acheter il y a 3 ans maintenant. On a bénéficié, entre guillemets, des taux d'intérêt très très bas. Qui étaient encore bas, oui. Voilà, aujourd'hui, si vous voulez, la maison que nous avons pu nous offrir il y a 3 ans, je n'aurais jamais pu me la payer cette année. Quelles sont les charges qui pèsent le plus alors, Anthony? Alors, au-delà, on va dire, du logement, c'est surtout le gaz, l'électricité. Le gaz, en fait, on est passé de 170 € à 320 € par mois. Ouais. Et vous avez 2 voitures? Pardon? Vous avez 2 voitures aussi? J'en ai une, ouais. D'accord. J'en ai une parce que l'autre, c'est voiture de société. En plus, donc ça c'est déjà... J'ai la chance de ne pas payer, on va dire, une partie de l'essence, oui. D'accord. On voit bien quand même quelque part qu'on vit dans un pays où on a l'impression de ressentir des choses qui ne sont pas vraies. Je suis désolé, si aujourd'hui, en couple, tu as 5 500 € par mois de salaire en province, avec une voiture de fonction, dont tu ne payes pas les charges ni le carburant, t'es propriétaire. C'est pas possible que tu puisses ressentir de pauvre. Et pourtant, si, c'est possible, parce qu'en fin de compte, on vit dans un pays où toutes les 5 minutes, on te dit, est-ce que tu crois que tu as assez d'argent? Est-ce que tu crois? Je précise que, bien sûr, je n'ai pas le couteau sous la gorge. Mais bien sûr, mais c'est pas une critique, c'est un constat. Même, on va dire, la classe moyenne qui paye quand même pas mal d'impôts. Je suis content de le payer, comme dit mon père, plus j'en paye, c'est plus je gagne ma vie. Mais on ressent malgré tout en fait cette problématique et on y est touché aussi, quoi. Oui, mais est-ce que c'est pas normal? Quelque part, je veux dire, quand tu gagnes 2000, tu vis avec un budget de 2000. Quand tu gagnes 5000, tu vis avec un budget. Et quand on regarde les gens les plus endettés, ce sont pas les gens les plus pauvres. Les gens qui sont le plus dans la merde à la banque en découvert, c'est ceux qui ont des salaires autour de 3 000 à 4 000 € parce qu'on croit que ça n'a pas de limite. Mais si, ça a ses limites. 3 000, c'est 3 000, c'est pas 4 000. Et donc, on vit à découvert. Et ça, à un moment, ça devient compliqué. Oui, c'est compliqué de redescendre de l'échelle. Mais du coup, vos plus gros postes de dépenses, Anthony, donc c'est le remboursement du crédit de la maison ou de l'appartement, c'est ça? Oui.
C'est l'électricité, c'est le gaz, l'alimentation. On a pris, alors que bon, l'alimentation on a a beaucoup progressé ces derniers temps. limite deux repas, on va dire, par jour. On a pris pratiquement 30%. Je suis passé entre guillemets de 600 à 700, non, de 550 à 700 euros par mois. Non mais je suis tellement d'accord avec vous. Souvent on culpabilise les gens, on croit qu'ils font la fête, je sais pas, ils vont dans des trucs de dingue, ils dépensent des... Aujourd'hui, je sais pas, prenons un exemple. Et ce qui vous arrive, moi, ça m'étonne pas que vous ayez non seulement ce ressenti, que vous le vivez, mais c'est évident. Quand on voit le prix de l'alimentaire, on voit le prix du gaz, on voit le prix de l'électricité, on voit le prix, comment dire, que ce soit d'un remboursement de crédit, ou même si c'était des taux d'intérêt plus bas. Mais qu'est-ce qui reste? Je sais pas. Prenons même un exemple simple. Quelqu'un vit à Paris, il gagne 2000 euros net. Un studio, pour commencer, on est autour de 1000 balles. Donc 1100 balles. Donc il y a 1100 balles, 25-30 mètres carrés, c'est 1100, 1200 balles. Donc il lui reste 800 balles. Ensuite, il se prend l'électricité au moins 100, 130 balles, etc. Il est au moins à 1200, 1250. On ajoute, comment dire, tous les frais divers et autres, plus la nourriture, les 2000 balles, ils sont largement bouffés. Donc résultat des courses, il n'a même pas été une seule fois au cinéma, il n'a même pas parti une seule fois en vacances. Donc moi, même des revenus comme les vôtres, moi je comprends aujourd'hui la crainte qu'il y a dans les classes moyennes, intermédiaires ou supérieures. C'est le déclassement, c'est d'être absorbé par le bas et non pas les... Anthony... Et aujourd'hui, il y a une vraie question dans ce pays, excuse-moi de prendre la parole 5 minutes, une question des salaires, au-delà même des cotisations, des impôts, il y a une question de salaire qui se pose en tant que tel. Enfin, il y a surtout une question de l'imposition du travail. Dans le même pays, quelqu'un se sente pauvre à 1700 euros et quelqu'un se sent pauvre à 5000 euros. Les deux ont le même sentiment. Il y a bien quand même quelque chose qui fonctionne pas. Anthony n'a pas dit qu'il se sentait pauvre. Il dit que c'est plus difficile qu'avant. Je commence à passer sur le principe où je commence à m'amuser à calculer. Voilà, Anthony, la question augmenté. importante que pose Anthony, c'est que dans une société comme la nôtre, qui est une société de la 7e puissance la plus riche du monde, est-il normal qu'un couple qui gagne 5000 euros par mois se prive des loisirs? Parce que finalement, là où vous allez vous priver un petit peu, où vous avez ce ressenti, c'est finalement les loisirs. Or, qu'est-ce qui est offert normalement dans nos sociétés de consommation à la classe moyenne et à la classe moyenne supérieure? C'est de lui dire, vous allez être au moins suffisamment à l'aise pour avoir un accès aussi vaste que vous le souhaitez au superflu. Alors c'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Le cinéma, le resto, les vacances, c'est du superflu par rapport aux besoins essentiels. On va pas vivre, c'est pas uniquement manger, dormir. J'ai compris, et c'est pour ça que je te dis... On est d'accord. Au moment où on se parle, pour 2 tiers de l'humanité, c'est ça. Oui, mais je pense que ces 2 tiers de l'humanité aspirent justement à voyager, à avoir des loisirs, etc. D'ailleurs, en Barbara, puis on écoute Johanna. Ça permet aussi de rappeler ici que si Anthony ressent ça, alors imaginez bien ce que ressentent les petits travailleurs précaires, mais je pense en particulier, parce que je vais essayer de penser aussi à nos confrères et à nos collègues petits fonctionnaires, les aides-soignants des hôpitaux, les infirmières des hôpitaux, les profs qui commencent leur carrière, parce que je veux bien la revalorisation des salaires, mais quand vous habitez Poitiers, mais que vous êtes muté dans l'Académie de Versailles, allez-y pour vous loger avec vos 1600 balles avec lesquelles vous commencez le petit policier qui commence, le petit gardien de la paix qui commence en bas de l'échelle. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas vivre. Donc vous allez travailler, rentrer chez vous dormir, regarder vaguement la télé et retourner bosser et c'est tout. Et ben ça c'est pas une vie et c'est ça qui mine, le. Merci Anthony d'avoir vous aussi parlé en toute sincérité au GG. Merci Anthony d'avoir été avec nous. À bientôt Anthony en Moselle. On va aller dans les Bouches-du-Rhône écouter Johanna qui est avec nous aussi. Bonjour Johanna. Oui bonjour. Johanna, vous aussi vous avez ce sentiment-là, vous le vivez comme Anthony et Fouzia, c'est ça? Oui, moi je suis maman au foyer du coup et il n'y a que mon compagnon qui travaille et c'est vrai qu'on se sent descendre un peu plus dans la pauvreté en fait. Pourquoi vous ne travaillez pas? Parce qu'en fait avec 5 enfants je me disais vaut mieux rester à la maison parce que je fais le choix aussi de vouloir les éduquer en fait. Je les veux pas à la rue, je les veux pas faire n'importe quoi. Voilà, j'essaye de les entourer au maximum, quoi. Ils sont pas scolarisés? Ils sont scolarisés. Si, ils sont scolarisés, mais c'est vrai que il faut s'en occuper. Puis en plus de ça, il y a beaucoup de grèves, il faut parer à tout ça aussi. Donc là, avec toutes les grèves qu'il y a eu l'année dernière dans les écoles, j'aurais déjà perdu mon travail, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait au quotidien? Est-ce que vous sautez des repas, Johanna? Oui, ça m'arrive énormément, quoique même tous les midis déjà, je mange pas.
Mon compagnon, pareil, si il est à la maison, s'il n'y a pas les enfants, on ne fait pas à manger. Comme ça, au moins, il n'y a pas ce repas-là qui est pris. Et il gagne combien votre mari, pour essayer de comprendre 2100. Ouais, 2100 et vous êtes donc 5 enfants, vous êtes 7 dans le Vous foyer. avez à peu près 1 000 € de prestations sociales avec ce genre de salaire. J'ai 1 000 € de prestations sociales. Après, on est propriétaire, donc du coup, il y a quand même pas mal de factures. Il y a aussi les impôts fonciers, il y a tout ça qui explose, les impôts fonciers. Dessus, ça prend vachement dessus. Et vous arrivez par exemple, à faire à partir un peu ou pas à faire avec les enfants, je sais pas, des vêtements d'occasion, de la deuxième main pour essayer de réduire les dépenses, Johanna? Alors la deuxième main, j'essaye avec mes frères et sœurs ou avec des connaissances, on essaye d'échanger un peu les vêtements. C'est pas évident non plus parce que il n'y a pas la même morphologie non plus des enfants. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des activités? Est-ce que vous arrivez à faire des activités avec les enfants? Non, les activités, l'été, on essaye de partir au moins une fois, parce que mon compagnon a la chance d'avoir une maison de famille dans le 04, donc on a la chance de pouvoir partir. Ça vous permet d'avoir un point de chute, ouais. Voilà, c'est ça. Mais sinon, on ne fait pas grand-chose, quoi. Ce qui me dérange un peu dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que on aurait l'impression que c'était mieux avant. Moi, je suis désolé, je veux dire, avant, c'était pas mieux du tout. J'ai vécu dans une famille où il n'y avait pas d'argent. J'ai toujours porté les fringues de mon frère ou de mes cousins. Et ça a toujours été. On a l'impression qu'aujourd'hui, on découvrirait quelque chose qui aurait changé. C'est d'améliorer les choses quand même, l'idée. Moi, c'est vrai que ça dérange pas mes enfants de porter les vêtements des frères et sœurs juste avant. C'était bien plus dur avant. Bien plus dur avant. Donc, je pense que voilà, on vit, parce qu'on vit quand même dans une société où, malgré tout, tu ne travailles pas. Tu fais le choix d'avoir 5 enfants et on te donne 1 000 € par mois. Il n'y a quand même pas beaucoup de pays où ça existe, tout ça. Donc, il y a un moment, je dirais, il faudrait qu'on arrête en France d'être misérabiliste, de cracher sur tout le système tout le temps, de se plaindre tout le temps. Je ne dis pas que c'est facile de vivre aujourd'hui avec 2 500 €. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a un moment qu'on ouvre les yeux, parce que est-ce que c'est mieux ailleurs? Non, nulle part ailleurs, c'est mieux. Alors arrêtons de nous plaindre, quoi. Non, mais si effectivement on commence à se dire, est-ce qu'on est mieux loti que, je ne sais pas, certains pays en développement? Oui, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire, on a vécu dans une société avec cette idée qu'il y avait un progrès pour tous. Il existe le progrès. Il existe, mais en même temps, aujourd'hui, il y a une évidence qu'on ne peut pas nier, c'est que le coût de l'alimentation a considérablement augmenté par rapport au passé. Mais il faut que tu arrêtes avec ça, parce que l'alimentation en France, ça représente quoi la part des budgets? C'est que dalle. Du temps de mes parents, c'était 50% du budget du ménage passait dans la bouffe. Aujourd'hui, ça doit être 13, 14. Ah oui, non, c'est ça qu'il faut arrêter avec ça. Oui, mais parce qu'il y a d'autres besoins. Attends, Fred, les paysans crèvent de faim, les machins, et on dit, toi, la bouffe est chère. Non, mais il faut qu'on arrête avec ça, quoi. Non, mais après, pourquoi on a avec ces prix de nourriture, c'est autre chose. D'accord, plus le revenu augmente, plus la part qui est consacrée à la nourriture se réduit, on est d'accord. Mais pour les ménages qui sont autour du SMIC ou qui sont dans la pauvreté, la part de ce qui est essentiel, c'est l'alimentaire, l'électricité, c'est ça qui prend une part. Effectivement, plus on est dans les hauts revenus de la société, la part du budget consacré à l'alimentaire se réduit. Mais lorsqu'on est dans ces autres situations, je veux dire, c'est extrêmement difficile. Merci à tous et merci encore à Johanna pour son témoignage à propos de ce sentiment de pauvreté et la réalité aussi pour certains dans leur quotidien. Dans un instant, la France Insoumise, c'est la guerre entre François Ruffin et une partie de la France Insoumise, les Mélenchonistes, avec François Ruffin qui raconte la campagne aux faciès et le mépris pour des pauvres de Jean-Luc Mélenchon. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.